J'ai vu beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, mais le regard dans ses yeux n'était pas humain. Ex-sans-abri, quelle est la chose la plus effrayante que vous avez vue dans la rue? Dans ma région, il y a un fossé de drainage dans lequel les sans-abri ont tendance à se coucher. Il y a quelques années, alors que je me trouvais sans domicile, j'y ai passé une nuit. Cette nuit-là, j'ai vu un cocktail Molotov être jeté sur la tente d'un autre sans-abri, ce qui a déclenché un énorme incendie qui s'est propagé dans toute la zone. Je n'oublierai jamais les cris de la personne à l'intérieur. Le lendemain, j'ai acheté une tente et j'ai commencé à camper dans les montagnes locales. Le plus effrayant pour moi, c'étaient les gens qui étaient sans abri depuis bien plus longtemps que moi. Croyez-moi, il n'y a rien de plus effrayant dans la rue qu'un couple d'addicts à la méthamphétamine depuis des milliers de jours. Les gens font souvent des blagues, mais à moins d'avoir côtoyé des consommateurs chroniques, vous ne comprenez pas à quel point ça rend les gens effrayants. Comme un tout nouveau niveau d'animalité, d'impulsivité, de folie, je ne veux plus jamais voir ça. Beaucoup de coups de couteau et de viols. J'ai été harcelé par un gang un soir, alors que je rentrais du travail. Je ne sais toujours pas comment j'ai fait pour ne pas être violé ou agressé. Une fois, je me suis réveillé brusquement et j'ai vu un homme qui n'était pas sans abri et qui tenait un énorme couteau en train de me regarder à l'intérieur du sous-sol d'un bâtiment abandonné où je dormais. Lorsqu'il a remarqué que j'étais réveillé, il m'a demandé si j'étais russe. J'ai répondu que non et il a dit qu'il cherchait une autre fille, m'a donné 20 $ et est parti. J'ai séjourné dans un centre d'accueil pour sans-abri, avec une partie réservée aux hommes et une partie réservée aux femmes. La plupart des hommes étaient des délinquants sexuels condamnés. Au cours des 8 mois que j'ai passés dans cet enfer sur Terre, j'ai été l'ami de 3 femmes qui ont été violées par certains de ces hommes. Le plus effrayant? On décourageait activement les femmes de raconter à qui que ce soit ce qui s'était passé, en particulier à la police. Si elles portaient plainte auprès de la police, elles étaient définitivement exclues du refuge. Cet endroit, l'un des plus célèbres de mon état, où le maire et le gouverneur viennent régulièrement, est l'endroit le plus diabolique au monde. Pour moi, c'était la neige. Je suis un grand gaillard effrayant et je n'ai jamais eu de problème avec les gens qui s'en prenaient à moi. En ce sens, les rues étaient sûres pour moi, mais voir de la neige pour la première fois cette année-là m'a fait pleurer et paniquer. Il était trop tôt pour la neige, je n'étais pas prêt pour ce type de froid et j'espérais être à nouveau sur pied avant l'arrivée de l'hiver. Une chose aussi belle que la neige m'a bouleversé à bien des égards. Je me suis réveillé avec un fusil de chasse pointé directement sur ma tête. Je n'étais pas vraiment sans abri, mais je n'avais ni argent ni carte bancaire et j'essayais de rentrer chez mes parents après avoir failli me faire étrangler par mon ex. La dispute s'est déroulée alors que nous étions dehors, je n'avais donc pas de vêtements de rechange, j'avais laissé mon portefeuille chez lui et je n'avais qu'un téléphone en état de marche sur moi. J'ai essayé d'obtenir de l'argent pour prendre un train, mais je n'ai réussi à obtenir que le prix d'un billet de bus pour la ville suivante et j'ai décidé d'essayer de faire de l'autostop. Tard dans la nuit, j'ai abandonné et j'ai réussi à me faufiler dans une grange où j'ai pu me mettre à l'aise pour dormir. Il s'est avéré que je n'avais pas suffisamment fermé la porte et le fermier m'a trouvé le matin après avoir pris son fusil pour enquêter. Il m'a réveillé, je crois qu'il a toussé bruyamment, avec le fusil braqué sur moi et j'ai failli me chier dessus. Il m'a demandé ce que je pensais faire dans sa grange et m'a interrogé sur la manière dont j'étais entré. Il a demandé à voir mes bras avant de baisser son arme et a commencé à discuter. Il était plutôt gentil et après lui avoir parlé pendant un moment, il m'a ramené chez lui, m'a nourri et m'a laissé prendre une douche. Pour moi, il n'y avait rien de plus effrayant que le froid. Une nuit, j'ai cru que j'allais mourir tellement j'avais froid. Je me souviens m'être réveillé en pensant « tu dois bouger ou tu vas mourir ». J'ai fini par dormir dans des bus abandonnés, j'essayais de marcher constamment parce que si je m'arrêtais, je m'endormirais probablement et je mourrais. Il m'arrivait aussi de me reposer sous un pont de temps en temps. Une fois, je me suis endormi sous le pont et je me suis réveillé en me sentant au chaud et en pensant que c'était bien de pouvoir enfin se reposer. Puis j'ai réalisé qu'il faisait bien trop froid pour cela et que je ne pouvais pas bouger sans avoir mal aux doigts. Je suis vraiment content de m'être réveillé. Cela faisait quelques semaines que j'étais sans abri et je m'étais lié d'amitié avec ce couple, qui avait l'air plutôt cool mais qui avait un petit problème d'alcool. Une nuit, je dormais, j'entendais de l'agitation, je ne voyais pas qui c'était ni ce qui se passait, jusqu'à ce que mon pote vienne s'asseoir sur mon sac de couchage, le sang sortait de son cou, comme si à chaque battement de son cœur du sang giclait.
Je lui demande ce qui s'est passé et il me dit qu'il pense que sa maîtresse lui a tranché la gorge avec une lame. Il était tellement ivre qu'il ne se rendait pas compte de la gravité de sa blessure, et il insiste pour que je n'appelle pas d'ambulance. J'étais sans domicile fixe à l'âge de 19 ans. Après quelques semaines passées à dormir dans la rue, j'ai été abordé un soir par un homme habillé en prêtre, dont je ne savais pas s'il était un prêtre ou quelqu'un qui voulait me tromper. Me méfiant de l'apparence d'un prêtre, je lui ai tout de suite dit que je n'avais aucun intérêt à parler de Dieu. Ce qu'il a dit ensuite est resté gravé dans ma mémoire: je ne suis pas ici pour parler de Dieu, je suis ici pour m'assurer que vous êtes en sécurité. Nous avons parlé pendant un bon moment jusqu'à ce qu'il fasse nuit et c'est alors qu'il m'a offert un lit pour la nuit. Des signaux d'alarme se sont déclenchés dans ma tête mais il avait l'air sincère alors je l'ai suivi. Il m'a conduit à une maison en banlieue et m'a demandé d'attendre dans sa voiture pendant qu'il parlait à quelqu'un. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec un autre homme qui m'a proposé de dormir dans son garage pour la nuit. Tout en moi me disait, c'est une mauvaise idée, mais j'ai accepté car je n'avais plus rien à perdre. Le garage était assez standard, avec des outils, un établi, etc. Sauf que dans un coin il y avait un sommier et quelques couvertures. Il y avait une porte communicante avec la maison principale que l'homme m'a dit devoir garder fermée à clé pendant la nuit. Il s'est excusé mais a dit qu'il avait des enfants dans la maison et qu'il ne pouvait pas prendre de risques. Le prêtre a demandé s'il pouvait venir me parler dans la matinée, puis il est entré dans la maison. Je crois que je n'ai pas dormi de la nuit, j'étais terrifié. Je n'avais aucune raison d'avoir peur de ces deux hommes car ils avaient été tout à fait gentils avec moi, mais après avoir vécu dans la rue pendant un certain temps, on apprend que rien n'est gratuit et qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. Le matin arrive et la chose la plus étonnante se produit, l'homme frappe à la porte de son propre garage pour me demander s'il peut entrer. Cela peut paraître anodin, mais lorsque vous avez vécu à la dure, sans aucune intimité, le fait que quelqu'un vous demande s'il peut entrer dans votre espace vous donne le sentiment d'être à nouveau humain. J'ai parlé avec lui et avec le prêtre tous les jours pendant les 7 semaines où j'ai dormi dans son garage. À eux deux, ils ont réussi à me faire entrer dans un appartement subventionné, comme un studio, mais beaucoup plus petit, à me trouver un emploi et à m'aider à remettre ma vie sur les rails. C'était il y a plus de 20 ans et je leur serai toujours redevable. J'envoie toujours des cartes de Noël à l'homme dont le garage était ma maison et je lui ai rendu visite il y a 2 ans. Malheureusement, le prêtre est décédé il y a quelques années, mais je vous garantis que s'il y a un paradis, il y est entré rapidement. J'ai vécu dans une camionnette pendant un mois environ lorsque j'étais à l'université, et je dormais dans le parc. Je ne l'ai pas forcément vu mais je l'ai entendu et c'est gravé dans mon esprit pour toujours. Un groupe de clochards locaux a battu un homme presque à mort et ils ont tous violé sa femme puis l'ont battu à mort. J'ai trouvé un nouveau parc après ça. Des gamins ont tabassé un sans-abri. Ils ont commencé par lui cracher dessus. Il se lève et court après eux, puis 2 d'entre eux le frappent par derrière avec du bois de type Ikea, vous savez, celui qui se casse facilement. Il revient sur le banc et s'endort à nouveau. 10 minutes plus tard, ils sont de retour et commencent à le tabasser. J'ai dû intervenir pour les arrêter. Je vivais donc dans ma voiture, mais je me souviens avoir vu cette femme et lui avoir parlé à l'extérieur d'un magasin, alors que je me détendais en mangeant un peu. Elle m'a dit qu'elle avait été sans abri toute sa vie et qu'elle n'avait jamais dormi sur un vrai lit de toute sa vie. Pendant un certain temps, j'ai dormi dans un entrepôt vide. Je suis au Royaume-Uni, il s'agissait donc d'un énorme bâtiment victorien de 6 étages. Je dormais au 3e ou 4e étage, à l'écart des intrus occasionnels, les ivrognes et les prostituées utilisaient cet espace, et une nuit, j'ai entendu des cris et une femme hurler depuis le rez-de-chaussée. J'avais 16 ans, j'étais un junkie et je pesais près de 60 kilos. Je n'étais donc pas en mesure de faire grand-chose, mais j'ai descendu les marches pour voir ce qui se passait. Le temps que j'arrive, l'endroit était vide et le bruit avait cessé, alors je suis remonté. J'ai appris le lendemain qu'ils avaient trouvé un corps dans le terrain vague à l'extérieur. Ils ont supposé que son client l'avait poignardée après une lutte et qu'elle s'était enfuie avant qu'il ne la rattrape et ne finisse le travail. Je me demande toujours si j'aurais pu aider, mais j'aurais probablement été poignardé moi aussi. La chose la plus effrayante que j'ai vue était un homme nommé Tony T. Apparemment, il était accro à la coke depuis des années, mais il devait garder un emploi pour subvenir à ses besoins. Il avait reçu un énorme héritage, plus de 500 000 $. À ce moment-là, il a décidé qu'il n'aurait plus jamais besoin de travailler. Il vivait dans la rue et fumait de la cocaïne toute la journée. La meilleure façon de le décrire est Tuco de Breaking Bad. Il était généreux avec ses drogues,
donc les gens voulaient naturellement être avec lui. Mais il était imprévisible et dangereux. J'ai des tonnes d'histoires sur lui, mais la dernière fois que je l'ai vu, il a battu un homme avec un bâton en fer pour avoir laissé tomber un peu du produit par terre. Nous parlons de drogue d'une valeur de 20 $ et il a probablement soit tué le gars, soit l'a foutu à vie. J'ai essayé de l'arrêter et il a menacé de se retourner contre moi. Je suis sorti, j'ai téléphoné et j'ai appelé ma sœur pour qu'elle vienne me chercher. Elle m'a aidé à me ressaisir et je n'y suis jamais retourné. C'était il y a 30 ans. J'ai été sans abri à Seattle pendant de nombreuses années. J'ai vu des choses horribles, des bagarres de clochards qui se sont terminées par la mort de l'un d'entre eux. Des gens à côté du Starbucks du centre-ville qui marchaient sur un cadavre victime d'une overdose qu'ils pensaient n'être qu'une personne endormie. Mais le pire a sans doute été de voir ce toxicomane qui, à l'époque, avait déjà une mauvaise réputation sur la colline, jeter une adolescente sans abri de 15 ans par-dessus le pont d'un viaduc sur l'autoroute. Elle a été tuée. Un soir, après un repas dans un refuge local, je me suis endormi dans un parc. Je détestais être là la nuit parce que d'autres sans-abri vous volaient. Un gars a été poignardé une semaine plus tôt et j'avais besoin de trouver une solution. J'ai donc commencé à sortir du quartier en empruntant les ruelles pour ne pas attirer les ivrognes qui jetteraient des conneries, tabasseraient et harcèleraient généralement les plus démunis. J'ai entendu une agitation et j'ai décidé d'enquêter et j'ai vu un homme qui n'était pas un homme mais plutôt un animal fou, nu depuis couvert de déchets, tabassant quelqu'un à mort. Toutes les 2 secondes, il s'arrêtait crier puis mettait un nouveau coup dans le visage ensanglanté de la femme. Je lui ai crié dessus et il s'est tourné vers moi. J'ai vu beaucoup de mauvaises choses dans ma vie mais le regard dans ses yeux n'était pas humain. Il était salmé dans la faible lumière des réverbères, ses yeux brillaient de rage et de folie. Ça m'a fait peur. J'ai eu tellement peur que je suis parti. Je me suis senti tellement lâche et je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à l'un ou l'autre. J'espère vraiment qu'elle va bien et qu'il est mort. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, et à partager vos propres histoires en commentaire. À la prochaine vidéo.